Bonjour et bienvenue à l'émission Wallonia Plus, une émission un petit peu spéciale dans le sens où un seul thème sera évoqué durant cette émission d'une bonne demi-heure, c'est celui de la fiscalité sur le patrimoine immobilier, puisque vous savez que depuis quelque temps, il y a quelques nuages qui étaient un peu gris, qui se noircissent quelque peu depuis quelques semaines, voire quelques mois, et qui s'amoncellent, je dirais, sur la brique belge. On parle évidemment de la remontée des taux d'intérêt qui a un impact sur en tout cas ceux qui veulent accéder au logement. Il y a l'inflation, et notamment suite aux pénuries d'un certain nombre de produits, de matières premières, qui font qu'il y a un renchérissement du coût d'un certain nombre de ces matières, évidemment, et ça a un impact sur la rénovation, que sais-je. Puis il y a aussi, évidemment, les différents, je ne sais pas si ce sont des ballons d'essai, mais en tout cas, ce qu'on lit dans la presse ici ou là, des velléités du nouveau ministre des Finances qui, visiblement, souhaiterait taxer davantage le patrimoine immobilier. Alors, pour parler de tous ces éléments, en pleine actualité, on a fait appel à 3 spécialistes pour vous éclairer. Alors, je démarre par Roland Rozou à ma gauche. Bonjour Roland. Bonjour Hamid. Alors Roland, il a un long passé de fiscaliste et on lui souhaite encore un grand avenir. D'abord, il est collaborateur scientifique auprès d'un cabinet d'avocats renommés, présents et actifs à Bruxelles et à Wallonie, Law Tax. Tout à fait. Alors, vous avez un beau passé parce que vous avez été haut fonctionnaire à l'administration fiscale. Vous avez été le plus proche conseiller de Didier Reynders pendant 12 ans lorsqu'il était ministre des Finances. Donc, a priori, vous savez de quoi vous parlez. Donc, ça fait plaisir. Et puis aussi auteur de nombreux ouvrages et aussi administrateur de l'Ordre des experts comptables. Donc, très important de le noter. Et puis, juste à côté de lui, Olivier Hamel. Bonjour Olivier. Bonjour Hamid. Ravi de vous retrouver. Alors vous êtes aussi avocat, comme quoi personne n'est parfait, n'est-ce pas, merci, Olivier? Merci Hamid. Voilà. Merci. Mais surtout, vous êtes aussi ici avec votre casquette de président du syndicat national des propriétaires et on vous remercie en tout cas de nous consacrer un petit peu de votre temps. Un grand plaisir. Et puis à ma droite, Thierry Litani, est-ce qu'on doit encore le présenter, aussi avocat, fiscaliste de renom, très très connu, professeur dans différentes institutions. Et puis on l'entend souvent ici ou là, puisque vous faites énormément de séminaires consacrés à la fiscalité. Ça tombe bien. Je vais démarrer avec une première question que je vais poser d'abord au syndicat national des propriétaires. Comment réagissent vos membres, je ne sais pas comment on dit, membres abonnés au syndicat national des propriétaires, quand ils voient dans la Libre, dans le Soir, et surtout dans mon magazine Trends Tendance, que le nouveau ministre des Finances souhaiterait taxer les loyers réels, puisque jusqu'à présent, c'est basé sur le revenu cadastral. Est-ce que vous sentez un frémissement, une frayeur? Oui, alors ils sont pris évidemment en 2 approches. La première, c'est de dire que la taxation des loyers réels, on en parle depuis 40, si pas 50, 60 ans, comme le mont du Loch Ness, et jamais rien n'est arrivé. Mais à côté de ça, évidemment, dans un contexte socio-économique et politique tel qu'on le connaît, ils se disent quand même, oui, maintenant, avec les majorités qui existent, ça pourrait arriver. Et est-ce que finalement, surtout les hommes politiques, parce que c'est un des grands problèmes lorsqu'on les entend, ils partent du principe que les loyers ne sont pas taxés. Ce qui est une grande erreur, parce qu'aujourd'hui, déjà, les loyers sont taxés au précompte immobilier, sont taxés à l'impôt des personnes physiques, et sur une base évidemment forfaitaire, je passe les détails d'un revenu cadastral indexé x 1,40, mais en plus qui sont cumulés aux autres revenus. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, des revenus mobiliers qui, eux, sont taxés dans le cadre du précompte mobilier. Et donc dire qu'il y a une absence de taxation du patrimoine immobilier, vous dites que c'est faux. En même temps, je joue l'avocat du diable, et là je regarde, puisque je parle d'avocat du diable, je regarde un avocat à côté de moi, Thierry Litani. On pourrait dire, oui, mais quand même, les revenus cadastraux n'ont pas été indexés, si je me souviens, je regarde mon copion, depuis 1975, ce ne serait que justice. Mais c'est-à-dire, ce ne serait que justice, mais il faut bien réfléchir, parce que certes, effectivement, la dernière péréquation cadastrale a eu lieu en 1975. Et quand on lit le code un peu plus loin, on voit que ça doit en principe être pratiqué tous les 10 ans, ce qui permet de conclure qu'on a raté 85, 95, 2005, 2015, et comme c'est parti, on va rater 2025. Donc oui, il y a une aberration par rapport à ça. On a corrigé ça avec des coefficients, on a corrigé ça avec des indexations, mais il faut bien réfléchir, parce que si on procédait au jour d'aujourd'hui à une péréquation cadastrale, moi, je prédis un désastre immobilier. Ce serait dramatique. Parce qu'en moyenne, ça peut varier selon les régions et les communes, mais en moyenne, le précompte immobilier, qui est une charge pour le propriétaire qui, lorsque l'immeuble est loué à des fins privées, ne peut pas légalement être répercuté sur le locataire, le précompte immobilier, en gros, c'est 50% du revenu cadastral. Mais si au jour d'aujourd'hui, le revenu cadastral, c'est le loyer annuel d'un immeuble, mettons, il y a 2-3 ans d'ici, et qu'on vous prend déjà 50% de ça au titre de précompte immobilier,
Il n'y a pas besoin de changer la taxation des loyers. Mais la seule chose, c'est que nos amis hollandais ont fait quelque chose d'un peu similaire il y a une dizaine d'années, et le marché immobilier hollandais s'est effondré dans les 6 mois. C'est fracassé, effectivement. Alors, Roland Rosoux, vous avez travaillé à l'administration fiscale, vous en avez vu pas mal, des propositions digestes ou indigestes. Vous pensez que c'est un ballon d'essai? Puisque là, pour le moment, le ministre ne s'est jamais prononcé officiellement. Ce sont... j'allais dire des bruits de couloir, ou plutôt des gens bien ou mal intentionnés qui disent, il paraît que... comment vous voyez ça? Comment vous interprétez ça? Vous avez une liberté de parole aujourd'hui. Oui, tout à fait, tout à fait. Je l'avais déjà avant, mais certainement maintenant. Mais je rejoins ce que M. Hamel disait. En réalité, on en parle depuis 82. À l'époque, le ministre des Finances, c'était Philippe Mestat, avait demandé ce que l'administration pensait d'une taxation sur la base des loyers réels. Déjà, en 82, on se rendait compte qu'il y avait un petit souci. Et l'administration était contre à l'époque. Elle avait fait toute une note qui est ressortie à chaque fois qu'on parlait de la taxation des loyers réels. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas les moyens d'aller contrôler 500 000 comptants en plus. Parce que si on taxe des loyers réels, la logique voudrait qu'on puisse déduire les frais réels. Les frais réels, le jour où l'année où on refait le toit, l'année où on remplace la cage d'ascenseur, l'année où on a des gros frais, on va être en perte. Dès qu'on a une perte au niveau fiscal, qu'est-ce qu'on fait? On n'a plus de comment, sur quel revenu, quelle règle de priorité, quel report, ça complique les choses. Mais à l'époque, le Conseil d'État s'opposait à mélanger du réel et des forfaits. Une taxation du revenu réel et des frais limités forfaitairement. Mais maintenant, il ne s'y oppose plus du tout. Et pensons simplement à l'économie collaborative. C'est 50% frais forfaitaires, pas de possibilité de frais réels, et une taxation à 20%, ce qui en fait 10. Donc, dès lors qu'aujourd'hui, il n'y a plus cet obstacle-là, et l'obligation pour l'administration qui n'en a pas les moyens d'aller contrôler les comptabilités de tous les propriétaires qui donnent en location à des locataires privés, puisque je rappelle que si on est dans le cadre d'une location professionnelle, on est déjà taxé sur les loyers réels. Hein, ça existe déjà maintenant. Donc c'est uniquement les autres cas, 1 million, je sais pas, 400 000 locataires qui utilisent leurs biens dans un cadre privé. Mais aujourd'hui, cet obstacle n'existe plus. Donc l'administration n'a plus cet argument pour dire « j'ai pas les moyens de contrôler » puisqu'il n'y aurait rien à contrôler. Il y aurait juste un contrôle opéré sur les loyers, empêcher qu'on puisse répercuter sur le locataire. Pourquoi pas bloquer les loyers tant qu'on y est, parce qu'on en parle un peu de tout. On y reviendra. Donc il y a des choses qui sont effectivement des ballons d'essai pour voir si tout le monde s'est endormi ou pas encore. Mais très clairement, une taxation sur base réelle. Et alors, on l'a entendu hier encore avec le patron de l'OCDE. Nous sommes le pays qui taxons le plus les revenus professionnels. On est champion du monde. Donc, il faudrait opérer un tax shift. Cependant, dans leur esprit, un tax shift, c'est taxer moins les revenus réels pour en taxer d'autres sources de revenus. Alors, 8 milliards, qui serait l'objectif d'impôts en moins sur les revenus professionnels, à déplacer vers les autres catégories de revenus, immobilier, divers, on oublie, mobilier, on est déjà à 30%, il n'y a que l'immobilier. Mais même cette taxation-là, sur la base de... On reviendra plus en détail, et M. Hamel en connaît plus que moi sur le sujet, au état de l'avancement des différentes discussions à différents niveaux, mais ça ne permettra jamais de récupérer cette somme-là. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que chaque fois qu'on parle de déplacement de la base imposable, on n'envisage jamais de la diminuer. Alors, Olivier, vous êtes président du syndicat national des propriétaires. Vous avez vraiment peur de ces éventuelles réformes qui pourraient voir le jour? Après tout, on pourrait se dire que le Belge est protégé dans le sens où 71% de Belges, je crois que c'est le chiffre que j'ai retenu, sont propriétaires de leur logement. Est-ce que vous ne pensez pas que même pour ceux qui seraient plutôt à gauche et qui pourraient tenter d'alourdir la fiscalité, il y a une sociologie qui fait qu'ils vont peut-être tempérer leurs ardeurs? Alors, il y a des mouvements, évidemment, en sens divers. Par exemple, au Parti socialiste, c'était en 2014, lorsque Paul Magnette a lâché un jour, dans un débat télévisé, on va taxer les loyers réels. 3 jours plus tard, Laurette Onkelings disait le contraire, tout simplement consciente qu'avec un certain nombre de petits propriétaires ou de personnes à revenus modestes dont le loyer d'un bien donné en location constitue un complément de pension. Donc, je pense qu'on va déjà voir entre différents partis politiques des nuances. Et d'ailleurs, le PS ne s'est pas encore tellement positionné sur cet aspect-là des choses par rapport à d'autres forces politiques. Mais moi, je dirais tout de suite, l'obsession aujourd'hui d'un certain nombre de politiques, c'est de dire qu'il faut taxer les revenus réels, ce que vous percevez. Donc, loyer réel, les salaires réels, les revenus mobiliers réels, etc. C'est un peu l'obsession. Alors nous, syndicats des propriétaires, on veut bien discuter de tout. On n'a pas de tabou par rapport à une taxation des loyers réels. Mais on dit seulement à ce moment-là, il faudra discuter de tout. C'est-à-dire de toute la fiscalité immobilière, les revenus et le patrimoine,
Et d'autre part, discuter également avec tous les niveaux de pouvoir. Parce que la vache à lait en matière de fiscalité, en général, c'est l'immobilier. Au fédéral, à l'IPP. Au niveau des provinces, communes, régions, avec le précompte immobilier. C'est également au niveau des régions les droits d'enregistrement, les droits de succession, les droits de donation. Mais c'est également une multitude de taxes, par exemple, communales, sur les petits logements, pour ne prendre que cet exemple-là. Et donc, à un moment donné, il faudra quand même qu'on appréhende la charge fiscale sur l'immobilier de manière globale et à tous les niveaux, parce que pour l'instant, c'est un peu comme la vache, qui va passer, je dirais, à l'abattoir, où chacun veut son morceau. La cuisse, la tête... mais ça, j'entends bien, Olivier. Alors là, je regarde Thierry Litani, puis on reviendra là-dessus. Alors, j'entends bien. D'ailleurs, c'est l'objectif de cette réforme fiscale. D'abord, ce qu'il répète, ça devient une antienne, c'est qu'il n'y a pas de tabou. Et puis, il dit, voilà, il faut voir ça globalement. Alors, si je taille à la serpe, à l'IPP, Roland vient de le dire, on est champion du monde au niveau de la taxation. Les Français pensent qu'ils sont au premier. Ah non, ils ne sont plus que quatrième. Malheureusement, nous sommes avant eux. Au niveau de l'impôt des sociétés, dès que vous voulez faire quelque chose de ce côté-là, il y a la FEB, l'Union Wallonne, et c'est logique. Ils disent, écoutez, on a un souci de compétitivité, donc attention, ne touchez pas à l'impôt des sociétés, sinon on ne va pas être du tout compétitif. On fait quoi? Parce que si l'immobilier, on écoute Olivier, on ne peut rien faire non plus. On va chercher l'argent où? Parce que clairement, la réforme, elle ne sera pas neutre. Mais je pense que la réforme n'est pas neutre et que on pose mal le problème. On pose toujours le problème en termes de recettes nouvelles et jamais le problème en termes de restriction des dépenses. Je partage l'avis de mon excellent confrère Hermie Thierry-Avskift à ce niveau-là. Le gros problème, il est là. On est à l'os un peu partout. Et quand on est... si maintenant l'idée est de prendre le propriétaire immobilier pour un canard sauvage, ma foi, peut-être que là on arrivera à l'os aussi, mais en fait on y est déjà. Parce que tous ceux qui disent que l'immobilier est une niche ont une vision partielle du problème. Parce que avec notre lasagne institutionnelle, lorsqu'on envisage les choses globalement, il y a une forte taxation. Si maintenant on ne voit pas le propriétaire, mais on voit l'immeuble dans sa vie, son acquisition, son occupation, son exploitation, sa revente ou son lait, eh bien finalement, si on additionne les multiples niveaux de taxation et les multiples taxations opérées, on va s'apercevoir que c'est peut-être presque plus taxé qu'un salaire. Alors c'est vrai, si on isole un des morceaux de la lasagne, là, on peut constater, tiens, voilà, ça n'est pas très taxé. Et alors, d'autant plus, c'est important à savoir, c'est qu'on nous dit que par rapport à ce tax shift qu'on veut faire de 8 milliards, etc., on doit trouver, donc, évidemment, des recettes, des ressources. Mais la taxation des loyers réels, d'après les simulations qui ont été faites, ne pourrait rapporter qu'entre 400 et 500 millions d'euros. Donc, on nous dit 8 milliards, et à côté de ça, on nous dit 500 millions d'euros grand maximum. Et donc, on se dit finalement, mais quel est l'intérêt? Oui, en plus. Tout ça pour ça, avec des risques évidemment importants sur le marché immobilier, mais surtout aussi sur l'intérêt de beaucoup de particuliers à continuer à investir dans le locatif privé. Parce que si demain, évidemment, beaucoup de particuliers se désintéressent du locatif privé, il n'y aura plus de bailleurs. Et ce qui veut dire qu'immanquablement, à terme, les loyers un jour augmenteront. Alors moi, ce qui me frappe quand je parle avec beaucoup d'entrepreneurs, ou pas que des entrepreneurs, et quand il y a des velléités de taxation ou d'alourdissement de la fiscalité belge, la plupart du temps, la phrase qui sort, c'est « heureusement qu'au gouvernement, on a des partis flamands et qu'on est en coalition avec les flamands qui sont plus raisonnables ». Or ici, c'est un ministre CDNV flamand. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui vous inquiète en visant si même lui est en faveur ou semble être en faveur de ce genre de taxation, que ce genre de message ne soit pas audible? Tout à fait, d'autant plus qu'il faut voir ça dans la perspective de 2024, notamment en matière de fiscalité. On parle aussi beaucoup d'impôts, évidemment, sur la fortune, qui toucherait immanquablement l'immobilier. Mais même certains partis de droite, je pense à la NVA, pourraient tenter dans le chef de la NVA, et certains médias l'ont d'ailleurs déjà annoncé. La NVA, tout ce qu'elle demande, c'est entre guillemets d'une manière ou d'une autre l'indépendance de la Flandre, et serait prête à accepter, je dirais, un certain nombre de prétentions socio-économiques du Parti socialiste pour pouvoir dégager une majorité lui donnant le pouvoir en Flandre. Et donc d'accepter, par exemple, un impôt sur la fortune ou une fiscalité accrue sur le patrimoine. La NVA, pensant
à terme, de toute façon, un jour, nous serons indépendants et nous reviendrons à une fiscalité plus raisonnable. On la supprimera, oui, tout à fait. Voilà. Alors, on verra après 2024 si c'est réalité ou théorie du complot, je ne sais pas. Revenons, parce qu'on va quitter la taxation supposée ou pas, ou réelle, des loyers réels, c'est le cas de le dire. Il y a un autre ballon d'essai qui est sorti récemment dans la presse, c'est la taxation des plus-values immobilières. Alors, en préparant cette émission, je pensais qu'elles n'étaient pas du tout taxées, et Olivier m'a dit si, elles sont taxées après 5 ans. Mais là, on vise... les 5 premières années, durant les 5 premières années. Et donc là, on vise clairement de quoi, de ça sera beaucoup plus long, comme en France, où c'est, je dirais, quasi à vie, je pense, que la taxation se fait. Oui, nous, après un certain nombre d'années, on ne l'est plus, mais ils ont fortement allongé la période en France. Mais il faut savoir qu'en France, on peut tout déduire. D'ailleurs, quand on va chez un ami français, on est étonné de voir qu'il y a une bibliothèque avec tous les classeurs, où il y a l'achat d'une ampoule, un robinet, etc. Parce que tout sera déductible par après. Chez nous, c'est pas le cas. Mais Roland et Thierry, cette taxation sur les plus-values immobilières, je ne la souhaite pas, mais elle existe dans tous les autres pays. On est quelque part anecdotique. Oui, mais c'est vrai que c'est un choix. C'est un choix qui a été fait, et c'est vrai. D'abord, si moi j'achète une maison, que j'occupe ma maison, et c'est mon bien à moi et je l'occupe, et si je le revends avec plus-value, là je suis exonéré de taxation. Si par contre, outre ma maison, j'achète un autre immeuble et que je le revends dans les 5 ans, là il y a effectivement une base d'imposition qui est, la plus-value est taxable à 16,5%. Et la seule chose, c'est que c'est une taxation qui pour l'instant, c'est vrai, est très peu effective, parce que on va rajouter au prix d'acquisition, pour voir s'il y a plus-value, 25% de frais forfaitaires, plus 5% par année qui s'est écoulé entre l'achat et la revente. Autrement dit, si je revends la 4e année, d'abord je suis un idiot parce qu'il faut attendre la 5e, forcément. Et puis en plus de ça, ou ils n'ont pas un bon avocat fiscaliste qui les renseigne. Peut-être, mais en plus de ça, il faudrait déjà que je réalise 45% de plus-value sur mon acquisition avant d'avoir la moindre base d'imposition. Alors oui, peut-être que là, il s'agit d'une niche qui, pour l'instant, c'est quelque chose qui rapporte peu. C'est vrai que si on devait rallonger le délai, ce ne serait pas une injustice totale. Ça peut être une piste de réflexion, mais elle est très anecdotique. Alors, elle est anecdotique. Mais qui dit plus-value dit, ça veut dire que s'il y a une moins-value, je pourrais aussi la déduire. Ça, j'imagine, mais là, on n'en parle pas. En tout cas, dans les articles de presse qui ont été publiés, on n'en parle pas. C'est ça aussi. La taxation, ce sont des taxations à titre de revenus divers, plus-value sur immeuble bâti, immeuble non bâti, terme fort scientifique pour dire une maison ou un terrain, quoi, mais on aime bien en fiscalité d'utiliser des mots que les gens ne comprennent pas au premier abord. Et là, évidemment, on peut se retrouver en perte. Et les pertes, elles sont déductibles. Ce que je disais tout à l'heure, dès qu'il y a un système de perte, il faut dire ce qu'on en fait. Et là, les pertes, elles sont récupérables que sur les revenus de même nature et pendant une période très courte qui est de 5 ans. Mais ça, il faudra effectivement considérer que c'est pas toujours une plus-value. Et si c'est des moins-values, il faut régler leur système de déduction. Et alors, pour revenir à ce que disait Olivier Hamal il y a quelques instants, on pourrait se dire, pour résumer, ou alors j'ai mal compris, voilà, on a des ballons d'essai et probablement cette taxation arriverait plutôt après 2024 avec la nouvelle législature. C'est-à-dire, quel est le parti politique qui, en vue des élections de 2024, voudra une réforme fiscale acquise, votée, par rapport à toute une série de mesures où ils vont devoir, je dirais, se tempérer, faire des concessions ou autres, et immanquablement déplaire à une partie de leurs électeurs. Il suffit d'ailleurs déjà de voir maintenant le fameux Conseil supérieur des finances. Il y a 1 mois et demi, on avait appris qu'ils avaient un projet d'avis qui avait été voté quasi à l'unanimité. Et puis des dernières informations que nous avons obtenues à ce sujet, c'est qu'évidemment, une fois que chacun de ces gens qui sont dans ce bédule, qui relèvent quand même d'influences politiques diverses et multiples, sont sortis de la réunion où on a vu la foudre dans les médias, ils se sont fait crosser les uns après les autres. Du coup, à la réunion suivante du Conseil supérieur, ils sont tous revenus en disant non, on ne peut pas être d'accord sur l'avis. Donc aujourd'hui, le Conseil supérieur des finances est incapable de donner un avis en regard du fameux rapport notamment de M. Delanotte, mandaté par le ministre des Finances. Alors est-ce qu'on pourrait imaginer, alors je suis dans scénario peut-être science-fiction, on tient compte de ce que vient de dire Olivier. Effectivement, on ne fait rien avant 2024 pour les raisons qu'il a indiquées, pour ne pas avoir un suicide électoral. En revanche, on pourrait prendre déjà des mesures. Pourquoi les prendre déjà maintenant ? Parce que tout simplement, les caisses de l'État crient famine. On le sait bien avec le Covid, etc. Les caisses de l'État sont vides. Et on pourrait aller... écoutez, évidemment, ceux qui ont leur bien, pas de souci, on n'y touche pas. Par contre, les multipropriétaires... D'ailleurs, on le voit bien dans un certain nombre de déclarations, etc. On les a un peu dans le collimateur, Thierry.
Mais c'est-à-dire que je pense que certains membres de l'administration fiscale sont quelque peu énervés parce qu'ils ont le sentiment, vrai ou faux, mais ils ont le sentiment qu'effectivement la situation du propriétaire qui loue un ou plusieurs biens à des fins privées est une situation de taxation moindre qui leur déplaît. Et donc ça a engendré déjà depuis maintenant 2-3 ans une réaction qui est une offensive de contrôle de l'administration qui vise les multipropriétaires et dont l'effet est pour l'administration fiscale de dire, eh bien moi je requalifie votre activité de multipropriétaire immobilier et de multiloueur immobilier, je la requalifie en activité professionnelle, ce qui transforme à ce moment-là les revenus de cette activité non pas en revenus immobilier, mais en revenus professionnels. Donc taux marginal 50%. Des revenus et on parle des plus-values. Alors quand nos amis de l'administration font ça, effectivement, ils s'embarrassent au départ, pas de préjugés, à savoir qu'ils ne voient que les revenus sans avoir égard aux charges. Et donc après, le problème là-dedans, c'est qu'une activité professionnelle, c'est pas défini par le Code des impôts sur les revenus. C'est un ensemble répété d'opérations de même nature qui, par leur répétition, leur importance et leur organisation, confèrent à l'activité, quelle qu'elle soit, l'immobilier ou la vente de timbres, un caractère professionnel. Oui, mais j'ai cru comprendre qu'ils se braquaient sur des personnes qui, par exemple, s'endettaient, faisaient des tas de montages et tout, qui spontanément n'auraient pas pu s'acheter ces biens et qui, alors, ils déduisent sur base d'un certain nombre de critères. Qui achètent, qui vendent. Qui achètent, qui vendent. On pourrait dire que c'est légitime ou pas ou... Mais c'est une question de fait. Enfin, oui. En fait, le problème, c'est du cas par cas. Si maintenant, je suis un multipropriétaire immobilier parce que j'ai eu la chance d'hériter de 20 immeubles d'un oncle d'Amérique ou de mon père, c'est normal que je les ai. Ils sont rentrés normalement dans mon patrimoine. Après ça, et effectivement, le curseur et la jurisprudence est assez fixée en ce sens, à savoir qu'on va chaque fois examiner un faisceau d'éléments. Le recours massif au crédit est un des éléments qui permettent beaucoup d'achats de dire on a soumis l'entreprise à un risque et donc on a conféré à l'activité un caractère. Et alors, question à la fois pour Olivier et Roland, parce qu'en fait, c'est aussi une question politique. À partir de quand est-on multipropriétaire ? 3 immeubles, 4 immeubles, alors, des maisons. Je vais prendre un exemple bien simple. C'est ce que la Wallonie avait imaginé maintenant, sur la précédente législature, enfin avant que le PS ne soit mis dehors. Ils avaient décidé que les droits d'enregistrement passeraient à du 15% dès qu'on dépassait 3 immeubles. Mais le problème, 3 immeubles, qu'est-ce que ça pouvait être ? C'était quelqu'un qui avait son appartement à Liège où il habitait, qui avait, je dirais, un chalet à Durbuy, et qui en plus se disait je vais acheter un petit studio ou un petit logement en plus pour me faire un revenu complémentaire, etc. Eh bien, dès qu'on était déjà à ces 3 éléments-là, et c'est quand même pas quelqu'un de bien nanti, de bien fortuné ou autre, eh bien, s'il achetait un 4e bien, les droits d'enregistrement passaient de 12,5% à 15%. Donc, voilà pour certains où commence la multipropriété. Mais c'est un terme extrêmement ambigu et que je trouve tout à fait malsain parce que ça vise finalement à fustiger un certain nombre de personnes, même s'ils ont 2, 3, 4, 5 biens à donner en location. Mais remercions-le d'avoir laissé toujours en Belgique leur épargne, et d'autre part de louer des biens pour répondre aux besoins à logement d'un certain nombre de nos concitoyens. Exactement. Qui ne savent pas acheter de biens, qui ne veulent pas acheter de biens. Veulent pas, oui. Voilà, et qui doivent se loger. Eh bien, vous avez des gens qui ont investi de façon tout à fait, je dirais, civique, et aujourd'hui, je dirais, on leur fait la chasse. Est-ce qu'on peut considérer, pardon Roland ? Non, mais le nombre, en fait, c'est une pure question de fait. Il y a de la jurisprudence assez amusante, même rendue par le même juge. 24 biens, non. 22, oui. On se dit, tiens, étonnant. Ben, c'est parce qu'il y a toute une série d'éléments de fait, et dans le cas où il y en avait un peu moins, ben, il y a des services qui étaient rendus, alors que ce n'était pas le cas dans... Donc, c'est vraiment une situation de fait, et laissé en fin de compte à l'appréciation du juge, quoi. Est-ce qu'on pourrait pousser le bouchon même plus loin en disant que quelque part, si on s'attaque à des multipropriétaires, je ne parle pas de ceux qui ont 50 immeubles, évidemment, quelque part, on s'attaque à la pension complémentaire des Belges ? Ah, certainement, Oui, Hamid, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont en effet acquis l'un ou l'autre bien immobilier pour avoir un complément de pension. Oui. Et on le voit dans la réaction de certains de nos membres, lorsqu'on leur dit que les loyers pourraient être taxés sur une base réelle, qui commencent à tirer un peu gueule parce qu'ils se disent mais je vais y perdre beaucoup. Oui. Et donc, je pense qu'on est en train, je dirais, pour différentes raisons assez idéologiques, de vouloir rompre toute une série d'équilibres qui se sont créés au cours de décennies,
qu'on aime, qu'on n'aime pas, avec peut-être certaines injustices ou pas. Et qu'en voulant, au niveau de, je dirais, des bailleurs notamment, tirer dans tous les sens, taxation des loyers réels, mais également toute une série de mesures, telles que par exemple le plafonnement de l'indexation, ou encore à Bruxelles, où on veut revoir les procédures judiciaires en matière de contentieux locatif et allonger considérablement, je dirais, les délais. Et on va même à Bruxelles jusqu'à vouloir dire aux juges de paix comment ils vont devoir statuer en assurant principalement un équilibre en faveur du droit au logement du locataire. Et donc, avec toute une série de mesures de ce type-là, ça va faire mal, et très mal. Décourager tout le monde. Restons encore avec vous, mais la réaction de nos deux amis m'intéresse aussi. On a parlé beaucoup de blocage des loyers. Là aussi, on pourrait se dire que c'est légitime dans le sens où il y a un problème de pouvoir d'achat lancinant depuis plusieurs années et qui est encore plus prégnant maintenant avec ce qui se passe. Alors, j'ai vu les chiffres pour la France, mais j'imagine que c'est grosso modo la même chose pour la Belgique. C'est qu'en tout cas, pour les ménages les moins aisés, le logement, c'est à peu près 40%, je dirais, de leurs revenus. On pourrait se dire, exceptionnellement, vu que l'inflation atteint des sommets stratosphériques, on vous demande de bloquer les loyers. Qu'est-ce qui vous bloque ou c'est le cas de le dire, qu'est-ce qui vous gêne dans cette logique? Tout simplement, on plafonne tout. Pourquoi que cela? Alors, on plafonne tout ou rien. Pourquoi est-ce que seuls les loyers seraient plafonnés dans le cas de l'indexation et pas toute une série de dépenses, en sachant que toutes les dépenses des propriétaires, ne fût-ce que les coûts, par exemple, de la construction, de la rénovation, même les primes d'assurance, suivant l'indice ABEX, ont augmenté depuis le début d'année de 15 à 20%. Le précompte immobilier dans une série de communes bruxelloises ont augmenté de plus de 20% par rapport à l'index. Et plein d'autres dépenses. Alors, à ce moment-là, moi, qu'est-ce que je dis? Alors qu'on bloque l'indice ABEX, que les pouvoirs publics, je dirais, interviennent, que l'on bloque les prix, je dirais, des énergies, que ce soit le gaz, que ce soit le mazout, on le fasse pour tout. Mais pas pourquoi uniquement les loyers dans le chef des bailleurs privés. Je ne sais pas, ça me laisse un peu pantois. Il y a, je trouve, un extraordinaire paradoxe en ce sens que ce sont les mêmes qui veulent à la fois bloquer les indexations des loyers et qui en même temps revendiquent une taxation des loyers réels. Alors que, si c'est une simple question de bon sens, je pense si l'on se place du côté, non pas du propriétaire, mais du locataire, je crois que les gens qui ont la qualité de locataire sont souvent les électeurs de ces partis-là, et qu'avec les idées prônées par ces partis, je ne parle pas de l'indexation des loyers, mais je parle de la taxation des loyers réels, ça ne peut immanquablement qu'aboutir à l'augmentation du prix moyen du loyer, et donc finalement à mettre ces gens qui ne sont déjà pas dans la meilleure des situations dans une situation encore plus précaire. Je trouve ça absolument que l'on va imposer aux propriétaires, principalement les bailleurs, d'énormes charges au cours des années à venir en matière, je dirais, énergétique. Ouais. Mise à niveau, la mise à niveau, etc. Et donc, tout ça va entraîner des dépenses extrêmement conséquentes. Et là, j'ai vu qu'il y a une étude de l'Université de Gand qui dit que 45% des Belges ne sont pas en capacité de rénover leur logement. C'est ça. Oui, parce qu'on parle aussi beaucoup, je dirais, des bailleurs et des biens donnés en location qui ne seraient pas toujours au mieux sur le plan énergétique. Mais n'oublions quand même pas que l'essentiel de la population belge habite sa propre habitation, 71% à peu près. Et là-dedans, il y a beaucoup de gens qui, en effet, sont même incapables de faire ces investissements énergétiques. Roland, vous qui avez une grande liberté de parole, parce qu'on arrive au terme de cette émission, si je résume vos propos et ceux de nos deux amis, touche pas, non pas à mon pote, mais à ma brique, touche pas à mon immobilier, circuler, rien à voir? Non, c'est-à-dire qu'il faut effectivement pouvoir discuter de tout, mais ce qui est excessivement important, c'est d'envisager les choses dans leur globalité. Il y a toute une série de taxations qui s'additionnent les unes aux autres, les différents pouvoirs, toute notre lasagne ne se parle pas, et moi je pense quand même que si on arrive en cumulant le tout à dépasser, avoir un taux d'imposition qui dépasse 100%, je pense que ce n'est plus très motivant. C'est le mot de la fin. Merci à tous les trois, à la fois pour votre temps et votre expertise, pour cet échange extrêmement instructif. J'espère que ça a passionné nos téléspectateurs et téléspectatrices. Et je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour une autre émission de Wallonia Plus en direct du studio Écolis, ici donc à Namur.